Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc poursuivre aujourd'hui sur la question de la catégorisation, enfin non pas en reprenant la question de la catégorisation, je vais me contenter de rappeler très brièvement les points auxquels nous avons abouti la dernière fois et je prolongerai donc la réflexion du côté de la polysémie. Alors, je vous rappelle que nous avons vu deux modèles de catégorisation. Un premier modèle de la catégorisation qui est appelé le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ou modèle aristotélicien, modèle objectiviste pour certains linguistes américains. Et ce modèle consiste à concevoir une catégorie à partir d'un ensemble de propriétés que posséderaient les membres de cette catégorie. Autrement dit, dans ce modèle de la catégorisation, donc on est bien d'accord, dans tous les cas, cela décrit des phénomènes de catégorisation. Comment est-ce qu'on place des entités, des êtres, comment est-ce qu'on les pense dans des catégories, comment on les intègre cognitivement dans des catégories. Bien, alors ce premier modèle de catégorisation n'est qu'un modèle parmi d'autres, hein, mais c'est peut-être celui auquel on songe le plus spontanément. C'est un modèle qui repose sur des propriétés communes de l'ensemble des membres de la catégorie. Autrement dit, j'observe les propriétés d'un objet, d'un être, et je regarde si ces propriétés correspondent à telle ou telle catégorie. C'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. On a vu que ce modèle qui présente des avantages certains en matière scientifique, par exemple, donc pour décrire des propriétés d'objets du monde, hein, n'est pas adéquat, n'est pas suffisamment adéquat pour décrire notre façon naturelle de catégoriser, spontanée. Quand je dis naturelle, je veux dire spontanée, comment l'être humain spontanément catégorise, et que pour une raison, enfin pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il est clair que dans la catégorisation ordinaire, quotidienne, les frontières des catégories ne sont pas nettes. On emploie très régulièrement des mots dont on ne connaît pas tellement les contours, mais cela ne nous dérange pas et au fond, nous avons l'habitude d'utiliser des catégories assez floues. Le modèle qui permet de rendre compte de cette façon naturelle de catégoriser, c'est le modèle dit du prototype, qui est fondé sur l'idée que la catégorisation ne se fait pas par vérification des propriétés des membres potentiels d'une catégorie par rapport aux propriétés définitoires de la catégorie, mais à partir d'un prototype et par similarité avec un prototype. Autrement dit, une catégorie possède un ou plusieurs prototypes qui sont des exemplaires très représentatifs de la catégorie. On avait vu par exemple dans la catégorie des oiseaux, le prototype serait le moineau, tout au moins dans les civilisations qui nous sont, enfin les cultures qui nous sont disons familières. Pour les meubles, on avait vu que les prototypes étaient plutôt les chaises, les tables, mais beaucoup moins le réfrigérateur ou la télévision. Bien. Donc, il y a dans ce modèle un prototype de la catégorie, encore une fois, un ou plusieurs, qui sont donc des membres très représentatifs de la catégorie, et c'est par similarité avec ces prototypes que l'on effectue la catégorisation, non pas par vérification des propriétés. Et puis, nous avions vu également que là où le modèle traditionnel de la catégorisation ne fait pas de différence entre les hiérarchies d'hyperonymes et d'hyponymes, le modèle du prototype, lui, distingue clairement un niveau de base qui est vraiment le niveau le plus usuel, le plus habituel, celui avec lequel on fonctionne le plus souvent, et puis deux niveaux, un au-dessus, un au-dessous, un niveau plus précis qui est le niveau subordonné, et un niveau plus général par rapport à cette base qui est le niveau superordonné. Et j'avais conclu donc en disant que la catégorisation est une fonction de l'analogie, est une utilisation de l'analogie. L'analogie, c'est un processus cognitif beaucoup plus général, et lorsque l'on catégorise, on exploite ce processus cognitif très général de l'analogie
à des fins de catégorisation. Hein. Donc c'est pour cette raison que je parle de fonction de catégorisation, fonction catégorisatrice de l'analogie. L'analogie étant, sans vouloir insister, hein, un processus qui tend à identifier des choses qui sont similaires. Hein. On part de choses qui sont similaires et on tend à les identifier. Donc c'est bien ce qu'on fait lorsqu'on catégorise un objet. On le catégorise par similarité avec un prototype pour dire il appartient à la catégorie au même titre que d'autres membres de la catégorie. Donc il y a bien un phénomène d'identification, au sens de l'appartenance à une catégorie, qui est fondé sur une similarité, en l'occurrence la similarité avec le prototype. J'avais expliqué également que d'une certaine façon, la catégorisation entrave l'accès à la singularité. Bon, mais ça c'est un point limite presque philosophique qui nous concerne moins directement, mais dont qu'il faut avoir à l'esprit tout de même. Et enfin, j'avais donné cette citation de Laïkov qui dit qu'effectivement, sans la catégorisation, nous ne pourrions rien faire. La catégorisation est vraiment un processus cognitif fondamental. Et c'est un processus cognitif fondamental qui existe aussi chez les animaux non humains. Hein, donc je ne sais pas moi, n'importe quel type d'animal sait identifier ses proies par des phénomènes de catégorisation. Mais la catégorisation animale non humaine est extrêmement rudimentaire par rapport à la catégorisation humaine qui, elle, si vous voulez, dans l'histoire de l'espèce, a en quelque sorte explosé et puis qui, d'une certaine façon, se mêlant à la possibilité du langage, se démultiplie, puisque grâce aux langues, et c'est pour cette raison qu'on s'intéresse ici à la catégorisation, grâce aux langues, nous disposons de catégories qui sont héritées, hein, de catégories qui sont héritées linguistiquement par nos ancêtres, hein, je veux dire nos parents, si on parle d'une manière simple de la langue maternelle, vos parents parlaient une certaine langue, parlent une certaine langue, et vous, enfants, vous êtes imprégné du système de catégorisation que véhicule cette langue. On avait vu d'ailleurs que certains concepts, certaines catégories ne sont pas sémiotisés dans certaines langues. Hein. Il y a des langues dans lesquelles il n'y a pas de mots pour dire certaines catégories. Mais lorsque vous disposez d'un système de catégorisation linguistique, c'est un système de catégorisation qui va s'entremêler avec les catégorisations perceptives, sensorielles, habituelles. Alors, le problème de la catégorisation se complique dans les langues par celui de la polysémie. Alors, je vais donc vous dire quelques mots de la question de la polysémie. Bon, pour fixer les choses, on dira qu'il y a polysémie lorsqu'on a un même signifiant pour plusieurs signifiés. Alors, par exemple, ici, on a être défendu par un avocat, avocat désigne l'homme de loi, manger un avocat, l'avocat ici désigne un fruit. Hein. Donc on a bien deux signifiants différents deux signifiants identiques, pour deux signifiés différents. Manger une pêche, le fruit, se fendre la pêche, pour les étudiants étrangers, je précise que c'est une expression idiomatique pour dire rire à gorge déployée, enfin rire quoi, avec une intensité. Et puis aller à la pêche, c'est pêcher des poissons, etc. Donc là, on a aussi 3 fois le même signifiant pour des signifiés différents. Ici, un bouton de rose, c'est un bouton d'une fleur, une fleur en bouton. Le signifiant bouton renvoie à une fleur. Un bouton de fièvre, ici, c'est le sens dermatologique de bouton. Recoudre un bouton, c'est un bouton de vêtement. Un bouton de sonnerie, c'est un bouton sur lequel c'est un appareil mécanique, électrique. Un bouton de porte, c'est un terme qu'on utilise parfois pour des toutes petites poignées de porte. Un bouton de porte. Bon. Donc dans tous ces cas, mais on va voir que la colonne de gauche et la colonne de droite sont complètement différentes, mais on a quand même à chaque fois un mot, un signifiant qui a des signifiés différents. Donc le problème qui va se poser et leur relation avec la question de la catégorisation, c'est que la question qui va se poser, c'est est-ce que
on a une catégorie par mot. C'est un peu ce qu'on a présupposé jusqu'à présent. On a travaillé sur la question de la catégorisation d'une manière assez générale, avec cette idée que les mots servent, les dénominations servent à fournir des catégories. Ce que je n'ai pas dit explicitement, mais qui était présupposé par mon propos, c'est que, au fond, chaque fois qu'on veut changer de catégorie, on change de mot. J'utilise le mot chaise pour la catégorie des chaises, le mot table pour la catégorie des tables, etc. Le problème que va nous poser la polysémie, c'est qu'il est possible qu'un seul mot véhicule plusieurs catégories différentes. Et c'est le cas, en effet, de la polysémie. Alors, comment distinguer... Est-ce que vous voyez un peu ce qui distingue la colonne de gauche là, de la colonne de droite? Dans tous les cas, on a un même signifiant pour plusieurs signifiés. On a le mot avocat qui signifie plusieurs choses, le mot pêche qui signifie plusieurs choses, et le mot bouton qui signifie plusieurs choses. Pourquoi on fait une différence entre avocat et pêche d'une part et bouton de l'autre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que d'abord vous nommeriez ces cas où on a un signifiant pour plusieurs signifiés, est-ce que vous les nommeriez différemment? Oui? La signification change selon les verbes utilisés. Oui, c'est sûr que, à moins d'être anthropophage, manger un avocat pour parler d'un homme de loi, ça ne se présentera pas, mais ce n'est pas la différence cruciale. C'est une conséquence, en fait, ce que vous dites. C'est juste, mais c'est une conséquence d'une différence plus importante. Alors, je vais vous expliquer ça, c'est très simple. Lorsque vous prenez le mot avocat, avec ces deux sens, ces deux signifiés. Il y a le signifié fruit, manger un avocat, et le signifié de homme de loi, être défendu par un avocat. Ces deux signifiés n'ont absolument aucun rapport l'un avec l'autre. Ce sont deux significations, mais qui appartiennent à des univers qui n'ont strictement rien à voir. Dans ce cas-là, on parle en réalité d'homonymie. Même chose pour pêche. En tout cas, pour 1 et 2 opposés à 3, la situation pêche est un petit peu plus compliquée parce que, on a clairement, si on oppose 1 et 3, le fruit, manger une pêche, et la pêche au sens de l'action de pêcher, aller à la pêche. Là, entre le sens de fruit et le sens d'aller à la pêche sont deux sens qui sont complètement distincts, qui n'ont aucun point commun, aucune similarité. Donc, il est clair que 1 et 3 sont dans la même relation que 1 et 2 pour avocat. Les signifiés 1 et 3 de pêche n'ont aucune relation entre eux, donc sont homonymes. Pour le cas de rire, se fendre la pêche, il y a un lien tout de même avec le signifié 1, parce que l'expression se fendre la pêche renvoie à une sorte de métaphore où la tête est vue comme une pêche, donc se fendre la pêche, au sens de éclater de rire, ou rire à gorge déployée, on a là quelque chose comme une métaphore à partir du sens de fruit. Donc là, il y a un lien quand même entre les deux, entre le sens 1 et 2. Un lien qui justement correspondra à ce qu'on veut voir aujourd'hui. Alors que dans le cas du mot bouton, on a, à partir d'un premier sens qui est un bourgeon peu avancé, comme dans une fleur, un bouton de rose, à partir de l'idée d'une petite boule, si vous voulez, un bouton de fleur, c'est une petite boule, eh bien, on va avoir des sens différents, mais qui sont reliés, qui sont en relation. La petite boule, ça peut être une petite boule sur la peau, d'où le sens de bouton dermatologique. Il y a une analogie de forme, C'est une petite protubérance, un bouton, au sens dermatologique, de même qu'un bouton de fleur est un petit bouton.
le bouton pour les vêtements, c'est la même chose. Il faut avoir en tête que les boutons à l'origine étaient plutôt des petites boules qu'on attachait, et plutôt que des objets plats. Hein. Ils sont devenus plus plats après, mais disons que on peut s'appuyer sur cette signification, enfin sur cette forme d'origine du bouton, de vêtement, pour montrer le lien avec le premier sens. Au sens du bouton de sonnerie, ben, c'est la même chose. Un bouton de sonnerie, c'est une petite protubérance. Hein. Le cinquième sens, même chose, avec le bouton peut-être là un petit peu plus gros. Donc on a bien, pour les signifier 2 à 5 de boutons, un rapport, un lien, par analogie de forme, avec le sens numéro 1. Bouton, bourgeon peut avancer. Donc ici, les différents sens du mot sont reliés entre eux. Ils ne sont pas sans rapport. Hein. Vous voyez, entre le bouton de rose et le bouton dermatologique, il y a de toute évidence une relation qu'on n'a pas du tout entre l'avocat homme de loi et l'avocat fruit. Hein, c'est évident. Bon. Donc c'est ça la différence entre homonymie et polysémie. Donc on peut le représenter de la façon suivante, c'est très simple à concevoir, hein, mais il faut l'avoir en tête pour que ce soit clair. Dans le cas de l'homonymie, comme avocat ou pêche, on a un signifiant pour deux signifiés complètement disjoints, distincts, sans aucune similarité. Alors que dans le cas de la polysémie, comme bouton, on a un seul signifiant pour plusieurs signifiés, mais ces signifiés ont des points d'intersection. Ils se recoupent d'une façon ou d'une autre. Ils ont des similarités. Alors, pour préciser la notion d'homonymie, on distingue trois grands types. Hein. Quand on parle d'homonyme tout court, on parle plutôt en réalité des homonymes homophones et homographes. Donc les exemples de pêche et avocat sont des homonymes homophones parce qu'ils se prononcent de la même façon et homographes parce qu'ils s'écrivent de la même façon. Donc quand on ne donne pas de précision, en général, la catégorie d'homonyme renvoie à cette notion plus précise d'homonyme homophone, homographe. Bon, mais on a aussi des homonymes homophones qui ne sont pas homographes, qui sont donc identiques à l'oral mais pas à l'écrit. Un conte comme un conte de fées, un conte comme un conte bancaire, et un conte comme un titre, comme un baron, une duchesse, une comtesse, un conte. Bon. Donc ces trois mots, à l'oral, sont homonymes, donc ils sont homophones, mais ils ne sont pas homographes. Et on a l'inverse. Hein. On a des homonymes homographes, mais non homophones. C'est-à-dire des mots qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne se prononcent pas du tout de la même façon. Hein. Cet homme est fier, mais peut aussi fier, donc fier et fier, ici, sont des homographes non homophones. Nous éditions de belles éditions, hein, un autre exemple d'homographe, mais non homophone. Alors évidemment, le problème intéressant de frontière entre la polysémie et l'homonymie ne concerne que le premier cas des homonymes homophones homographes. Pourquoi ? Parce que ici, on a de toute évidence, contrairement aux différents emplois de pêche ou aux différents emplois de avocat, on a de toute évidence le sentiment qu'on a affaire à des mots différents de toute façon. Donc le problème de savoir si c'est un même mot qui a deux significations ou si ce sont deux mots différents ne se pose pas. C'est ça la conséquence de cette schématisation. Hein. Au fond, dans l'homonymie, on a deux mots différents. On a deux mots avocat, deux mots pêche. Alors que là, on a un seul mot bouton qui a plusieurs sens. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, vous le verrez, dans les dictionnaires, vous avez pour avocat, vous avez deux entrées différentes. Vous avez deux entrées en gras, avocat, et plus loin avocat, où à chaque fois vous avez une définition. Donc ils sont présentés comme deux mots différents. Alors que pour bouton, vous aurez une seule entrée bouton, en gras, et dans la définition, les différents sens du mot bouton. Donc, autrement dit, dans le cas de l'homonymie, on a affaire à des mots différents, hein, qui par hasard ont le même signifiant, mais ce sont quand même des mots différents. Alors que dans la polysémie, c'est un même mot qui a plusieurs sens. Alors, une caractéristique des homonymes, qui est évidemment naturelle, prévisible, c'est que les homonymes ont des étymologies différentes.
ils proviennent de mots différents. Et c'est, au fond, le hasard de l'évolution phonétique qui a fait qu'à un moment donné, les mots se prononcent de la même façon. Alors, par exemple, pour pêche, au sens du fruit, hein, le mot vient du bas latin persica, qui est en fait issu de persicum, malum persicum, fruit de Perse. Donc vous voyez, dans la pêche, il y a la Perse. On n'y pense pas toujours, mais c'est... Voilà. Alors que, donc, la pêche vient d'une origine totalement différente, hein, de piscis, poisson, qui donne le verbe latin populaire piscare, qui vient du latin classique piscari, hein, pêcher. Voilà, donc, d'un côté piscare, de l'autre persica, pour aboutir au même mot à la fin, mais avec des origines complètement différentes. Pour avocat, c'est la même chose. Hein. Avocat, homme de loi, est emprunté au latin advocatus, homme dont la profession est de plaider, et c'est le participe passé substantivé du verbe advocare, appeler. Tandis que avocat est un emprunt à l'espagnol qui vient d'une transformation par étymologie populaire et par un croisement avec à l'origine un mot qui vient d'une langue aztèque, le nahuatl. Bien, donc on a pour ces homonymes des origines étymologiques différentes. Hein, bon, l'évolution phonétique de ces mots, depuis le latin jusqu'au français, a fait qu'ils se sont rencontrés. Mais ce sont tout de même des mots différents. Alors, il faut reconnaître que dans une langue, la présence d'homonymes peut être vue comme quelque chose d'assez, contre-productif. Hein. Je veux dire qu'avoir des homonymes, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent et qui se prononcent exactement de la même façon, mais qui signifient des choses complètement différentes, par rapport à l'économie de la langue en tant que système, hein, c'est quelque chose qui marche pas bien. C'est un défaut du système, en quelque sorte. Hein. C'est un défaut du système, c'est un manque de systématicité absolue. Mais, au fond, ces homonymes se sont maintenus, probablement parce que leur champ d'application, et c'est un peu ce que vous disiez à propos des verbes tout à l'heure, leurs champs d'application sont tellement éloignés qu'on ne risque pas de les confondre. Bon, on peut faire des petits jeux de mots peut-être avec, entre la pêche, pêcher, bon, pourquoi pas, mais on ne les confondra jamais. Il n'y a pas de risque de confusion, d'où la possibilité de l'homonymie à la rigueur. Bon, tandis que bouton, le mot bouton a un seul étymon. Tous les sens du mot bouton viennent du même mot bouton latin, vous voyez, qui est un dérivé de bouter, qui signifie pousser. Hein, bouter hors de France, vous savez, la fameuse formule. Bon, donc bouter, pousser, et avec une suffixation en on qui n'est plus possible, qui n'est plus productive aujourd'hui, mais on a donc ce sens de bourgeon qui apparaît très tôt dans le français, hein, et puis ensuite, vous voyez, un peu plus tard, la pièce pour fermer un vêtement qui existe aussi au Moyen-Âge. 2 siècles plus tard, le sens de petite boule servant à saisir certains objets, donc le bouton de porte, etc. Non, pardon, là ce sera le bouton de porte arrive plus tard, mais petite boule servant à saisir certains objets, je ne vois pas bien ce que ça peut être si ça n'est pas le bouton de porte, mais enfin, passons. Et enfin, petite tumeur qui se forme sur la peau, qui arrive plus tard, hein, 1530, vous voyez, le sens dermatologique de bouton arrive plus tard. Donc on a bien au départ le sens de bourgeon, et puis par une sorte d'extension, hein, à partir de la notion de bourgeon, on a utilisé ce mot pour toutes sortes d'autres réalités. Donc on va bien avoir là un seul mot, puisque contrairement aux homonymes, ici, le mot bouton, c'est un seul mot, mais qui a plusieurs sens,
certes reliés, mais tout de même distincts. Par conséquent, on a un seul mot pour plusieurs catégories. Et ça va être ça le problème de la polysémie. Alors, là, je vous donne une diapositive qui simplifie l'article du TLFI, dont on parlait la dernière fois, le trésor de la langue française informatisée, pour le mot bouton. Donc, vous voyez que vous avez une première série de sens biologie qui donne le sens de bourgeon, le sens botanique, et puis avec un sens métaphorique dérivé de ce sens biologique, une personne très jeune, d'une extrême fraîcheur, offrant des promesses de grande beauté. Elle devait vivre, Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus belle des fleurs. Bon, voilà. Donc, en bouton, qui n'a pas atteint son plein développement, qui est susceptible de s'épanouir. Le charme de l'indéterminé de sévit en bouton. Solange, elle ne sait pas, elle est encore en bouton. Ce sont toujours des femmes dont on parle quand il est question d'être en bouton. Bon, donc vous voyez que là, ce sont des sens encore différents qui renvoient non pas à des fleurs mais à des êtres humains, par métaphore, à partir de ce sens de départ. Ensuite, il y a le sens anatomique, toujours dans la biologie, qui est donc le bouton au sens dermatologique. Et puis enfin, en deuxième grande catégorie, il y a le bouton de l'habillement. Et troisième grande catégorie, par analogie avec éventuellement le bouton de l'habillement, mais pourquoi pas avec le précédent, eh bien le bouton électrique, le bouton qui sert à fermer une porte, un tiroir, un verrou, etc. Alors, lorsque on présente dans les dictionnaires, enfin c'est usuel dans les dictionnaires, au fond la plupart des mots sont polysémiques dans les langues. La plupart des mots ont plusieurs significations. Alors là, il y a une idée d'économie, justement. Parce que, si vous voulez, si j'utilise le mot bouton, qui signifie au départ bourgeon, pour désigner, par exemple, le bouton dermatologique. Qu'est-ce que j'ai comme autre solution ? J'ai la solution d'inventer un autre mot spécial pour parler du bouton dermatologique. Donc, le fait de garder un même mot, mais d'étendre son sens par similarité avec le sens de départ, il y a un principe d'économie là-dessous. Il y a un principe d'économie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'apprendre un mot nouveau, j'ai simplement besoin d'apprendre à élargir ce mot pour qu'il désigne une autre catégorie distincte, mais qui a des relations avec la première. Donc, là, la polysémie, elle joue ce rôle. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de polysémie dans les langues, que beaucoup de mots signifient plusieurs choses, en fait. Beaucoup de mots ont plusieurs acceptions. Et il n'y a pas une infinité de possibilités pour décrire les rapports entre un sens de base, le sens de base du mot, et ces sens qui sont dérivés du sens de base et qui produisent la polysémie. En fait, les opérateurs principaux sont les suivants, il y en a 5, pas tellement plus, peut-être d'autres plus rares, mais en tout cas les 5 principaux qui vous permettent de décrire 99% de la polysémie sont la métaphore. Alors on l'a vu avec l'exemple d'Evie en bouton. La métaphore peut se faire à partir du sens de base, mais aussi à partir d'un autre sens. Il y a l'analogie, on l'a vu avec le bouton de sonnerie qui est signalé comme étant par analogie de forme avec une autre sorte de bouton. Alors, les autres opérateurs, je vais les illustrer avec d'autres mots parce qu'ils ne s'adaptent pas à l'exemple de bouton. Alors, il y a la métonymie, d'abord. La métonymie, je vous rappelle, c'est l'idée selon laquelle, c'est le processus selon lequel on désigne une chose à partir, ou un être, une entité, à partir d'une de ses parties. Donc, un blaireau, au sens d'un pinceau qui sert à étaler la mousse à raser, bon, ça doit plus tellement s'utiliser aujourd'hui, mais enfin c'est un exemple classique, donc je le reprends. Vous voyez est-ce que tout le monde voit ce que c'est à peu près un blaireau ? C'est donc un pinceau, et à l'origine, ce pinceau était fait de poils de blaireau, semble-t-il. Bon. Donc, on désigne le blaireau à partir d'une partie de l'objet, c'est-à-dire des poils
qui viennent de l'animal blaireau. Donc ça, c'est une métonymie. Bon, parler d'un blaireau pour parler d'une personne qui est un peu stupide, qui fait le malin et qui est en réalité un peu stupide, là, ce sera une métaphore à partir de l'animal. Je pense d'ailleurs que ce sens de blaireau apparaît dans les dictionnaires, puisqu'il est assez bien stabilisé en français. Mais là, ce sera par métaphore à partir de l'animal. Bon, on a l'extension de sens. Alors, je vais l'illustrer juste avec minute. Alors, une minute, normalement, c'est 60 secondes. On est tous d'accord. Ça, c'est le sens de base du mot minute. En revanche, si vous dites à quelqu'un « je reviens dans 2 minutes », ou « j'en ai encore pour 2 minutes », « j'arrive dans 1 minute », évidemment que ça ne veut pas dire 60 secondes. Ça veut dire un temps très bref, mais pas forcément exactement 60 secondes. Donc, à partir du sens de base qui est précis, 60 secondes, on a étendu le sens à un intervalle de temps très bref. D'accord ? Ça, c'est l'extension de sens. Et la restriction de sens, c'est le mot « homme ». Le mot « homme », lorsqu'on passe, mais ça j'ai déjà donné cet exemple, du sens de être humain, qui est donc le sens de base, au sens de être humain, mâle, adulte. Là, j'ai restreint le sens. Voilà, ce sont les 5 principaux opérateurs de polysémie, donc qui permettent de relier un sens de base avec des sens, des acceptions différentes du sens de base dans la description donc du sens d'un mot. Oui ? Lequel ? La restriction ? Alors, la restriction de sens, il suffit d'avoir en tête les 2 sens du mot « homme ». Il y a le sens du mot « homme » au sens d'être humain, l'homme est mortel, et le sens du mot « homme » au sens être humain, mâle, adulte, homme par opposition à femme ou enfant. Donc, le sens de base du mot « homme », c'est homo, hominis, c'est être humain, et par restriction, on obtient le sens être humain, mâle, adulte. Donc, quand vous cherchez sur le dictionnaire le mot « homme », vous avez plusieurs significations. Vous avez le sens être humain, et puis vous avez le sens être humain, mâle, adulte. Eh bien, ce deuxième sens, il est obtenu par restriction par rapport au sens général du début. Ok, alors, quels sont maintenant les points théoriques intéressants au sujet de la polysémie ? Bon, alors, le premier point, c'est donc, on l'a vu, que ce sont les caractéristiques de la polysémie, c'est qu'on a 2 sens différents, au moins 2, j'ai écrit 2 ici, mais c'est au moins 2 sens différents pour un seul et même mot, donc pour une seule et même unité lexicale. Et puis par ailleurs, la deuxième condition, c'est que les 2 sens doivent être reliés d'une certaine façon par une similarité. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que si cette deuxième condition n'est pas remplie, on a affaire non pas à de la polysémie, mais à de l'homonymie. Or, ces 2 conditions ne sont pas suffisantes pour décrire convenablement la polysémie. Je vais m'appuyer sur un article de Georges Kléber de 2008 qui est intitulé « Petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit », qui ajoute 2 propriétés pour qu'on puisse vraiment parler de polysémie, 2 propriétés qui sont la non-unifiabilité et la robustesse. Bon, donc on va examiner ces 2 propriétés supplémentaires dont il faut tenir compte pour pouvoir vraiment dire qu'il y a polysémie. Alors, la première, c'est la non-unifiabilité. Cette non-unifiabilité, elle se décline
c'est la même, mais elle peut se décrire sur différents plans. Donc on va décrire la non-unifiabilité catégorielle, vériconditionnelle, de lecture ou sémantique. Bon. Alors, l'idée de non-unifiabilité, hein, c'est l'idée que c'est l'idée qui permet de vérifier que les deux sens sont en effet disjoints, et donc qu'ils ne peuvent pas être dérivés d'un seul et même sens abstrait. Alors, la non-unifiabilité catégorielle consiste à dire, pour le dire d'abord simplement, qu'on a bien affaire à deux catégories distinctes, et pas à deux aspects, en quelque sorte, d'une seule et même catégorie. Hein, on l'a vu pour la polysémie, pour bouton, on a le bouton de rose et le bouton dermatologique. Ce sont deux catégorisations distinctes, hein, deux catégories distinctes. Ces deux catégories n'appartiennent pas à une catégorie générale. Bien. Donc, il n'y a pas de catégorie qui subsume les catégories dénommées par les différentes acceptions du mot polysémique. Bien. Alors, par exemple, si je prends souris, je vais pouvoir parler de polysémie parce que j'ai la souris, le rongeur, et la souris d'ordinateur. D'accord ? Donc j'ai un seul mot pour désigner deux choses. Là, l'opérateur de polysémie, c'est très simple, c'est de la métaphore ou de l'analogie de forme, si vous voulez. Hein. Il y a une analogie de forme entre la souris d'ordinateur et la souris rongeur. Bon, mais en termes de catégorie, si je donne un prototype de souris d'ordinateur, un prototype de souris rongeur, les deux prototypes ne se ressemblent pas du tout, ça construit deux catégories qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'accord ? Bien. Donc le mot souris a bien deux sens qui ne sont pas unifiables comme appartenant à une seule grande catégorie générale. Bon. En revanche, si je prends un mot comme enfant, qui peut signifier garçon ou fille. Oui, je sais pas, moi, je vous dis, j'ai 4 enfants, mais vous ne savez pas si ce sont des garçons ou des filles. Bien. Est-ce que le fait que enfant puisse signifier soit garçon, soit fille, dans une logique binaire, bien entendu, est-ce que le fait que enfant puisse signifier soit garçon, soit fille, relève de la polysémie? Parce qu'au fond, on a un même mot qui signifie deux choses différentes. On pourrait intégrer cela à la polysémie. Le raisonnement ici vise à dire que non, le cas de enfant n'entre pas dans la polysémie. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a bien une catégorie générale, la catégorie des enfants, à laquelle appartiennent ces deux sous-catégories que sont les enfants mâles et les enfants femelles, hein, les filles et les garçons. Donc là, on a une unifiabilité catégorielle. Les garçons et les filles sont deux catégories distinctes, certes, mais elles appartiennent toutes les deux à la catégorie plus générale des enfants. Tandis que, tout à l'heure, la souris d'ordinateur et la souris animale, je ne peux pas du tout les mettre dans une seule et même catégorie de choses, en disant que ce sont deux sous-catégories d'une grande catégorie générale. Alors, cette idée peut être déclinée, hein, c'est la même idée qu'on va décliner selon différents critères. Alors, on peut décliner cette notion de non-unifiabilité par un critère relevant des conditions de vérité. Donc là, c'est la non-unifiabilité vériconditionnelle. Les conditions de vérité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'idée, donc là, c'est une phrase de Kléber que j'ai mise entre guillemets. L'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d'une interprétation rassemblant les différentes lectures. Donc, la question c'est, si vous prenez une phrase comme « Paul n'a pas d'enfant »,
Paul n'a pas d'enfant, c'est vrai s'il n'a aucun enfant, d'accord ? Mais c'est faux s'il a ou bien un garçon ou bien une fille, d'accord ? Tandis que si vous dites Paul n'a pas de souris, ce sera vrai, même s'il a, par exemple, s'il a chez lui une souris rongeur, d'accord ? Mais il n'a pas de souris d'ordinateur. Donc on peut très bien dire qu'il n'a pas de souris. Il en a une quand même, mais c'est l'autre. D'accord ? Alors qu'il n'a pas d'enfant, c'est obligatoirement ni un garçon ni une fille. Et ça peut être l'autre sens. Paul n'a pas de souris s'il n'a pas de souris rongeur, mais il a peut-être une souris d'ordinateur. Bien. Donc, les conditions de vérité pour dire si Paul n'a pas de souris est vrai ou faux, je ne peux pas le dire en général. Je suis obligé de décliner les conditions de vérité selon qu'il s'agit de la souris informatique ou de la souris rongeur. Troisième version de la non-unifiabilité, la non-unifiabilité de lecture, mais c'est simplement, encore une fois, on tourne autour toujours de la même idée. En cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier les deux lectures, dans le cas de la polysémie. Hein. Bon, Paul voudrait un enfant, on peut s'imaginer que ça pose aucun problème de savoir, il veut un enfant, d'accord, que ce soit un garçon ou une fille, c'est égal, hein, je veux dire que là, il y a peut-être une ambiguïté, mais enfin, en tout cas, les deux lectures sont unifiées, puisqu'il y a une indétermination plus qu'une ambiguïté. Hein, il y a une indétermination. Alors que Paul voudrait une souris, pour interpréter, pour comprendre cela, je suis obligé de demander des précisions. Hein. Je ne peux pas, ça n'est pas une simple indétermination. Là, c'est vraiment une ambiguïté qui n'est pas soluble sans lever de l'ambiguïté. Hein. Donc tout cela converge vers l'idée que le fait que enfant puisse signifier garçon ou fille ne relève pas de la polysémie, mais relève plutôt de l'indétermination du sens. Bon, et enfin, il y a une indétermination, une non-unifiabilité sémantique, donc c'est l'idée qu'il n'y a pas un sens général ou abstrait qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Bon, alors, par exemple, Kléber donne l'exemple de quartier. Alors, en effet, on pourrait dire que quartier, ça signifie une partie de, hein, parce qu'on peut dire un quartier de viande, le quartier d'une ville, le quartier des femmes. Mais en fait, ce sens de partie de n'est pas, comment dire, ne décrit pas convenablement le sens de quartier. En tout cas, ça ne permet pas de rendre compte de tous les emplois du mot quartier, puisque je ne peux pas dire le quartier d'un livre pour parler d'une partie d'un livre, ou du quartier d'une symphonie pour parler d'une symphonie. Donc je suis obligé de décrire quartier, non pas à partir de l'idée de partie de, mais à partir d'un sens de base qui va s'élargir par des relations, par des opérateurs de polysémie. Bon, là, par exemple, l'ambiguïté de veau entre est-ce que le veau c'est l'animal ou la viande, hein, on voit bien qu'un test qui permet de vérifier que
on n'a pas cette unifiabilité sémantique, c'est qu'on ne peut pas coordonner deux adjectifs qui correspondraient à chacun des sens du mot veau. D'accord ? Je ne peux pas dire ce veau est rapide et tendre. Parce que ici, j'ai une rupture, une disjonction, parce que justement, c'est une façon de signifier la non-unifiabilité, une disjonction entre ces deux sens, malgré le fait qu'il y ait un sens de base. Donc l'idée qu'il y ait un sens de base ne signifie pas, par exemple, donc, le sens de bouton, de fleur, qui est le sens de base pour dériver les différents sens du mot bouton, ça ne signifie pas que c'est bien un sens de base, ça n'est pas une catégorie générale à l'intérieur de laquelle tous les sens seraient des sous-catégories. Bon, alors, donc le test d'unifiabilité permet d'éliminer un certain nombre de cas du type enfant, le fait que enfant puisse signifier plusieurs choses, le fait que enfant ait plusieurs significations, garçon ou fille, ne relève pas de la polysémie, mais d'une forme d'indétermination du sens. Maintenant, il y a un autre cas, ça ne suffit pas, ce critère de non-unifiabilité. Il y a un autre cas qu'il faut prendre en considération. C'est un cas qu'on peut illustrer par cette phrase qui paraît un peu bizarre hors contexte, mais il faut l'imaginer, cette phrase « l'omelette est partie sans payer », comme dans un restaurant, la personne qui avait commandé une omelette. D'accord ? On peut très bien désigner cette personne par le plat qu'il mangeait. Bon, alors là, j'ai bien omelette qui va signifier d'une certaine façon une recette, enfin un plat, une préparation à base d'œufs, mais qui peut aussi désigner une personne, puisque je peux dire l'omelette est partie sans payer. Bon, si vous voulez imaginer un exemple moins peut-être bizarre, pensez que lorsque vous désignez quelqu'un par son vêtement, pas le pull bleu, arrête pas de faire du bruit là-bas dans le fond. D'accord ? Donc c'est la personne qui porte le pull bleu, de la même manière que ici on aura la personne qui mangeait l'omelette. Donc est-ce que le fait qu'on puisse utiliser omelette pour désigner une recette, enfin un plat, et une personne, est-ce que le fait que le mot omelette donc, ait ces deux significations relève de la polysémie ou pas ? La réponse, ça va être non. Mais pour le montrer, il faut introduire ce critère qui est le critère de robustesse. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les différents sens que l'on décrit de l'unité lexicale proviennent bien de l'unité lexicale et ne viennent pas d'autres facteurs. Alors, il y a d'abord deux premiers cas à distinguer dans la situation où la source des différentes lectures est bien l'unité lexicale. Alors, premièrement, il y a le problème des locutions figées. Vous prenez arbre-à-cam, par exemple. Arbre-à-cam, qui est donc une pièce de mécanique dans un moteur. Bon. Est-ce que le sens de arbre dans arbre-à-cam doit être pris en charge comme relevant de la polysémie de arbre? En fait, la réponse c'est non, parce que le sens global de arbre-à-cam, c'est un sens qui résulte du phénomène de figement, et on sait bien que, je vous l'ai montré avec quelques exemples, le sens global n'est pas la résultante du sens des unités constituantes. Donc, on ne peut pas rabattre le sens de arbre-à-cam sur le sens de arbre. Donc, le sens des mots dans les locutions figées, au fond, ne relève pas de la polysémie, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Ce n'est pas le mot tout seul, ce n'est pas l'unité lexicale tout seul. Il y a un phénomène de figement, où il y a un phrasème, qui modifie la signification, et le changement de sens est dû, non pas au lexème lui-même, à l'unité lexicale elle-même, mais il est dû au phénomène du figement, de la phraséologie. Et puis par ailleurs, il y a la distinction entre la polysémie lexicale,
à proprement parler, celle qui est par exemple décrite dans les dictionnaires, et puis une polysémie un peu systématique ou régulière qu'on a dans l'exemple l'omelette est partie sans payer, où au fond, là aussi on a une métonymie, d'accord ? On a une métonymie, c'est-à-dire on désigne une personne par le plat qu'elle était en train de manger. Mais ça marche aussi avec le jus d'orange est parti sans payer. Bon, voilà, on peut. Je veux dire que c'est naturel dans un restaurant, les propriétaires ou les serveurs ne connaissent pas personnellement leurs clients, hein, ils ne connaissent pas leur nom. Donc comment ils vont les désigner ? Ils vont les désigner par des propriétés extérieures. Et comme leur profession c'est de fournir de la nourriture ou des boissons, ils vont les désigner par exemple par des nourritures et des boissons. Mais ça pourrait être aussi par des vêtements ou par une propriété. Alors là, ce sera différent si on dit le grand blond ou le petit brun, etc. Bon, là, ce sera un petit peu différent. Mais dans le cas où on désignerait une personne par son vêtement, par le fait qu'il a un chapeau, etc. Bon, on entre dans une situation de métonymie, c'est-à-dire on va désigner une personne par une de ses caractéristiques à un moment donné, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle porte comme vêtements, etc., etc. Donc ça, c'est une opération très générale. C'est-à-dire la métonymie, c'est quelque chose, les métonymies dans cette situation-là, ça n'est pas une invention des locuteurs, c'est quelque chose qui est disponible dans les structures discursives et que on peut mettre en œuvre à n'importe quel moment. Mais cette variation de sens ne fait évidemment pas partie du sens de l'unité lexicale. C'est plutôt au niveau des emplois, là, en discours, qu'une variation de sens apparaît. Je veux dire par là que dans le dictionnaire, jamais vous ne verrez parmi les sens de omelette personne qui est en train de manger une omelette. Vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire, c'est évident. Ça n'est pas ce sens-là n'est pas lié au sens de l'unité lexicale. Sinon, il faudrait ajouter ce sens pour tout ce qui se mange. Ce serait absurde. Bon. Donc, on a bien affaire à une métonymie, donc à quelque chose qui relève de la polysémie, mais de la polysémie qui ne dépend pas de l'unité lexicale elle-même, mais de l'emploi qu'on en fait dans une certaine situation. Bon. Et enfin, on a un troisième cas, qui est ici inscrit en une deuxième grande possibilité, hein, c'est que des lectures multiples existent en dehors de l'unité lexicale, mais même en dehors des emplois usuels de discours. Et là, on est donc plutôt dans les extensions polysémiques, mais que du coup, on ne va pas considérer comme de la polysémie au sens strict, qu'on va pouvoir avoir dans les textes poétiques, par exemple. Hein, on va avoir non pas de la polysémie, mais on va plutôt parler de sens figuré en discours. Exemple, chez Rimbaud, je me suis baigné dans le poème de la mer. Bon, le poème de la mer, on peut gloser cette métaphore en disant que la mer est vue comme un poème. Hein. Mais il est exclu, vous en conviendrez, de considérer que poème, puisque ici la mer est un poème. Hein, donc c'est le mot mer a pour sens poème. C'est pas la peine de vérifier dans le dictionnaire si le dictionnaire retient ce sens pour le mot mer. Va de soi que c'est une création d'un auteur à un moment donné et qu'il étend le sens de ce mot mer au-delà de sa sphère polysémique usuelle, et donc on a affaire à un emploi figuré en discours et non pas à de la polysémie, à proprement parler. Donc il faut bien distinguer deux niveaux de fonctionnement des figures. Le niveau de la langue, quand on parle de métaphore, de métonymie, etc., au sens
des opérateurs de polysémie, comme on a vu par exemple que bouton, des vies en bouton pour parler de vie de jeunes personnes, de personnes jeunes, des vies en bouton. C'est une métaphore à partir du sens de bouton bourgeon. C'est de la métaphore au niveau de la langue. Hein. Mais au niveau du discours, on va avoir des figures comme une forme de polysémie systématique avec la possibilité d'une métonymie ici qui n'a pas besoin d'un calcul de sens complexe, et puis des figures inventives hein, qui correspondent à ce qu'on a vu précédemment sous la dénomination de métaphore vive, dénomination donc dont nous avions vu qu'elle était due à Ricoeur. Hein. Donc bien distinguer lorsqu'on parle de métaphore ou de métonymie, si on a affaire à quelque chose qui existe en langue et qui peut éventuellement être décrit dans le dictionnaire, avec évidemment toute la prudence qu'il faut avoir, parce que les dictionnaires sont parfois incomplets, différents les uns des autres. Bon, ce sont des œuvres, des travaux, si vous voulez, toujours perfectibles, hein, les dictionnaires. Donc ils ne sont pas non plus une référence absolue, mais ils sont quand même des descriptions à un moment donné de la langue qui sont fiables. Et si un sens métaphorique est inscrit dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il est perçu comme étant un sens en langue. Hein. Alors que, on pourrait prendre des tas d'exemples poétiques pour montrer qu'il y a des emplois de certains mots qui ne sont pas du tout prévus dans la polysémie en langue, mais qui vont au-delà de la polysémie et qui, du coup, sont un peu autre chose tout de même, hein, qui sont donc des figures inventives, mais parfois la polysémie est en discours, mais non créative, parce qu'elle est tout simplement régulière, hein, comme dans le cas de l'emploi par métonymie, des emplois métonymiques de toutes sortes de mots, hein, dans toutes sortes de situations. Alors, je vais commenter ce dernier cas avant de faire une pause. Donc, pour terminer sur la polysémie, donc toute cette conception de la polysémie que je viens d'expliquer à partir de Kléber est une conception, disons, assez référentialiste, disons, qui part de l'idée que les mots ont quand même un sens de base et des sens dérivés. Mais certains linguistes ont essayé de défendre une idée opposée, mais alors une conception complètement différente de la polysémie, fondée sur l'idée qu'il y aurait un sens abstrait, très 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 général, qui regroupe tous les sens possibles du mot. Alors cette conception de la polysémie, cette autre conception de la polysémie, elle est développée en particulier chez les Français par Cadio et Visetti dans ce livre pour une théorie des formes sémantiques. Alors voici ce qu'ils disent, par exemple, pour le sens du mot boîte. Comment on analyse la polysémie du mot boîte ? Dans les dictionnaires usuels du français, le mot boîte est défini à partir d'une valeur de base correspondant à un prototype matériel ou perceptuel. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est la façon dont je vous ai expliqué la polysémie. Les très nombreux composés introduits de manière alternante par les prépositions à ou de, qui ne se conforment pas à ce prototype, par exemple boîte aux lettres, boîte d'essieu, boîte de nuit, sont décrits sur les rubriques fourre-tout de spécialité, analogie, parfois aussi métaphore. Bon, vous voyez là une critique, mais sans argument pour l'instant, du fait qu'on puisse dériver par analogie. Ils disent que c'est fourre-tout, mais on ne voit pas bien pourquoi, mais admettons. Mais ce sont les opérateurs de spécialité, ils veulent dire par restriction de sens, hein, sens spécialisé. Donc ils considèrent, eux, que ce sont des rubriques fourre-tout. Il est vrai que d'un dictionnaire à l'autre, il peut y avoir des variations, que obtenir par métaphore ou par analogie, souvent d'un dictionnaire à l'autre, on trouvera des divergences. Bref. Voilà maintenant leur idée. À ce mode de présentation, une approche non dictionnérique, parce que là, effectivement, ça c'est une approche commune dans les dictionnaires, mais de sémantique lexicale, suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou concept formulé en termes exclusivement fonctionnels. Donc pour eux, ils définissent le mot boîte par la formule contenir X et produire ou fournir Y, qui serait une sorte
prototype conceptuel très très général qui va être profilé de différentes façons pour obtenir les différents sens du mot. Donc, mettant a priori les quasi-innombrables usages du mot sur un pied d'égalité, cette description permet de rendre justice à cette variété, cette productivité, grâce à une mécanique flexible d'ajustement entre l'instruction stéréotypique générique et les contraintes matérielles spécifiques. Donc, vous voyez qu'on a, dans ce cas-là, une autre théorie de la polysémie, fondée sur l'idée qu'il y aurait un prototype conceptuel un peu fonctionnel, hein, pour définir un mot, et qu'ensuite, cette chose très très générale doit pouvoir s'appliquer à tous les sens du mot, avec des variations diverses et en nombre indéterminé par rapport aux opérateurs de polysémie. Alors, si vous voulez, c'est une idée qui, au plan théorique, n'est pas dénuée d'intérêt, hein, présente un intérêt, mais qui, au fond, est quand même assez difficile à mettre en pratique et jusqu'à présent, elle reste assez marginale. Cette idée est peu productive pour l'instant du point de vue des résultats qu'on peut obtenir à partir de ce principe pour décrire les phénomènes qui relèvent de la polysémie. Mais je voulais quand même vous le signaler pour vous dire que, bon, voilà, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que la polysémie, c'est un sens de base et des sens dérivés, soit par métaphore, soit par métonymie, soit par extension de sens, par restriction de sens, etc., ou par analogie. Voilà, alors écoutez, on va faire une petite pause et puis je vais faire un bilan et on va passer à un autre sujet juste après. Bien, alors je reprends. Donc on va faire un peu le bilan de ce que nous avons vu jusqu'à présent sur la question à quoi sert une unité lexicale. Donc on a vu les différentes composantes de l'unité lexicale, la question de la dénomination, de la catégorisation, les deux modèles de catégorisation et la catégorisation selon la sémantique du prototype. Et puis on vient de voir la question de la polysémie. Donc ça nous amène à quelques conclusions qui vont reprendre quand même largement en partie ce que nous avons dit précédemment. Donc premier point, les catégories naturelles sont organisées d'une façon prototypique, hein, et on l'a vu, la catégorisation s'effectue plus spontanément à partir du niveau de base plutôt qu'au niveau superordonné ou subordonné. Deuxièmement, le degré d'appartenance à la catégorie dépend du degré de similarité avec le prototype. Hein. Je n'insiste pas sur les questions liées à la problématique de la similarité et de l'analogie. On a vu également que les mots dénominatifs renvoient à des catégories et que dans les langues naturelles, ils sont souvent polysémiques. Alors, dans les langues artificielles, souvent, on essaie d'éviter la polysémie. La polysémie se caractérise par le fait qu'une unité lexicale a plusieurs sens reliés entre eux, et donc on a des opérateurs de polysémie qui permettent d'organiser, de comprendre comment s'organise la polysémie. On vient de le voir, donc je n'insiste pas. Et je vous l'ai bien dit, la polysémie est un moyen d'extension du lexique. Au fond, on a deux moyens pour étendre le lexique, hein, deux moyens principaux. Enfin, on va en voir d'autres puisque c'est le point que je vais aborder tout à l'heure. Mais pour anticiper un tout petit peu, j'ai expliqué tout à l'heure que dans le cas de bouton, par exemple, au lieu de créer un mot nouveau, j'étends le sens d'un mot déjà existant pour désigner une autre catégorie. Donc là, j'étends mon lexique d'une manière assez économique. Une autre manière, plutôt que de créer un mot, c'est d'utiliser le figement. C'est-à-dire, je vais utiliser des mots existants, mais dans une combinatoire telle que ça va produire un sens nouveau. Et dans ce cas-là, j'utilise également des mots existants, donc je n'ai pas ce coût cognitif de créer un mot nouveau et d'avoir à mémoriser un nouveau signifiant, un nouveau signifié, mais simplement je joue sur une combinatoire différente de la combinatoire usuelle pour créer un mot nouveau. Par exemple, je sais pas, les enfants, avant d'apprendre le mot orteil, ils disent quoi? Ils disent les doigts de pied. Donc, doigt de pied, c'est une expression figée d'une certaine façon, qui vise à désigner quelque chose
pour lequel nous avons un mot, mais qui s'apprendra après. Je sais pas, il y a plein d'exemples comme ça, les narines, qui sont les trous de nez, etc. Bon. Alors, maintenant, la question des catégories naturelles, entre guillemets. Est-ce que les catégories avec lesquelles on a l'habitude de fonctionner dans une culture donnée, est-ce qu'elles viennent des langues? Est-ce qu'elles viennent de la réalité? Est-ce qu'elles viennent de nos représentations mentales? Bon, ça, c'est une question que je laisse ouverte, elle est complexe, et de toute façon, il y a je veux dire, facile de deviner qu'il y a une interaction entre ces différents aspects qui jouent. Les catégories, de toute façon, ont une réalité mentale. Elles sont des processus cognitifs, je l'ai dit, des processus cognitifs analogiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des relations logiques qui sont non psychologiques et qui gèrent les catégories. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous parlez de quelqu'un comme étant votre frère, ça présuppose que la personne désignée est aussi un être humain. Donc la relation, le fait de savoir que si je dis frère, je donne une sous-catégorie de être humain, on peut le considérer comme une relation purement logique, qui organise le lexique. Bon, les processus cognitifs ont des sources multiples, donc qui sont d'une part les catégories que nous livrent les langues que nous parlons, et puis par ailleurs notre relation avec le monde. On avait vu également que certaines catégories sont lexicalisées, donc il y a des mots pour certaines catégories, mais dans certaines langues, pas de mots pour d'autres catégories. Voilà donc le bilan que je ferai. Est-ce que vous avez des questions sur toutes ces problématiques donc, qui sont résumées ici, sur toute cette partie? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais passer là à une autre partie qui va nous occuper les dernières séances, enfin aujourd'hui et les 3 prochaines séances, enfin les 2 prochaines séances, puisqu'il nous reste 3 séances, mais la dernière est une séance de révision, si je ne me trompe pas. Donc j'ai encore 2 autres séances pour vous apporter des éléments nouveaux. Pas de questions? Très bien. Alors, je vais donc aborder le dernier point du cours sur la formation de l'unité lexicale, et pour rester cohérent avec le propos donc décidément, en termes de bruit dans cette salle, on est vraiment bien servi. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe là tout d'un coup, mais quand c'est pas la porte qui grince, c'est le plafond qui tape. Bon, bref. Donc, la dernière partie sur la formation de l'unité lexicale avec cette question: comment est-ce qu'on comprend une unité lexicale, hein? Vous vous souvenez que j'avais fait dériver la question du sens vers la question de la compréhension. Donc on va travailler sur des descriptions très classiques de morphologie lexicale, en parlant des morphèmes, de la formation des unités lexicales, mais ce que je garderai en tête, c'est la question de comment je fais pour comprendre un mot éventuellement que je n'ai jamais entendu. Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce que je dois obligatoirement l'apprendre, etc. Et cette question-là, on peut l'envisager sous l'angle de l'iconicité, l'iconicité des unités lexicales. Alors, j'utiliserai comme fil directeur un livre que vous pouvez consulter si vous voulez avoir plus d'éléments, un livre très bien fait, très pédagogique, intitulé « La construction du lexique français », paru chez Offris en 2002, qui est de Denis Apotélos. Alors, premier point, les morphèmes. Donc, on a vu qu'il y avait des unités lexicales monolexicales et polylexicales. Mais les unités monolexicales peuvent être elles-mêmes construites ou non construites. Une unité lexicale construite, elle va comporter plusieurs morphèmes. Donc, les morphèmes, comment on les classe? D'abord, on distingue les morphèmes lexicaux des morphèmes grammaticaux. Ça, j'en ai déjà un peu parlé, à partir de la notion d'unité lexicale ou de mots lexicaux, mots grammaticaux, mais je ne reviens pas sur les problèmes de frontières entre les deux. Ensuite, on a la distinction classique entre les morphèmes libres et les morphèmes liés. Les morphèmes libres, ce sera par exemple précaire. Un morphème lié, ce sera par exemple précar, dans précar, IT. Donc précar d'une part et IT d'autre part, sont des morphèmes liés parce qu'ils ne peuvent pas être employés seuls.
Hein. Donc un morphème libre, il peut s'employer seul. Un morphème lié, il est obligatoirement lié à un autre morphème. Les morphèmes liés, une partie tout au moins des morphèmes liés, se nomment les affixes. Parmi les affixes, il y a une subdivision entre affixes flexionnels et affixes dérivationnels. Les affixes flexionnels sont, par exemple, les marques de genre, de nombre, ce genre de choses. Ce qu'on peut dire, par opposition aux affixes dérivationnels, c'est qu'un affixe flexionnel, il ne crée pas un mot nouveau, mais il crée une autre forme d'un seul et même mot. Par exemple, si vous prenez sécher et séchage, avec le morphème âge, vous fabriquez un nom qui est un autre mot que le verbe sécher. D'accord ? Donc en passant de sécher à séchage par l'affixe au moyen d'une dérivation affixale avec le suffixe âge, vous fabriquez un mot nouveau. En revanche, si vous conjuguez le verbe sécher, les vêtements sèchent, le vêtement sèche, séchait, séchera, etc., vous faites varier le verbe, mais vous n'avez pas un verbe nouveau, vous avez le même verbe sous une autre forme. De même, si vous utilisez un mot au masculin ou au pluriel, au masculin ou au féminin, ou bien au singulier ou au pluriel, vous avez le même mot qui a simplement une variation de forme, mais pas de variation au sens où on aurait un mot différent. Donc, c'est la première distinction entre les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels. Les affixes flexionnels créent une forme nouvelle d'un lexème, d'une unité lexicale, tandis que les affixes dérivationnels créent une unité lexicale nouvelle, ou un lexème nouveau. Les affixes flexionnels, par ailleurs, ont une certaine systématicité. C'est-à-dire que lorsque, si je prends les morphèmes par exemple de temps, de mode, lorsque vous connaissez, compte tenu du cas particulier des verbes irréguliers, mais lorsque vous savez conjuguer un verbe du premier groupe, comme le verbe chanter ou danser, vous savez conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe. Les affixes de temps et de mode de personnes sont réguliers. On aura ENT à la troisième personne du pluriel, etc. etc. Il y a une grande régularité, une systématicité. Le marquage du féminin, bon, c'est un peu particulier le féminin, mais disons le marquage du nombre par l'ajout d'un S, d'un X, de quelques, parfois il y a des pluriels un peu en al, o, un peu particuliers, mais il y a quand même une grande régularité. Pour fabriquer le pluriel d'un nom, il y a une systématicité de la fabrication du pluriel des noms. Alors que dans le cas des affixes dérivationnels, la systématicité est très faible. Par exemple, vous pouvez, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de sécher, séchage, vous pouvez fabriquer un nom à partir de verbes au moyen du suffixe age. Bon, ça marche avec sécher, séchage, truquer, trucage, balayer, balayage, laver, lavage, bon, avec un certain nombre de verbes. Mais il y a beaucoup de verbes pour lesquels ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas dire manger, mangeage, dormir, dormage, tricher, trichage, etc. D'accord ? Donc, la systématicité des affixes dérivationnels est très faible. Enfin, les affixes flexionnels forment une liste fermée. On ne va pas inventer de nouvelles marques de nombres. Alors, de genre, bon, c'est tout un problème. Mais on ne va pas inventer des nouvelles formes de la conjugaison verbale. En revanche, on peut avoir des préfixes et des suffixes nouveaux dans une langue. Donc la liste est ouverte. Parmi les affixes dérivationnels, on distingue donc les préfixes qui sont avant la base. Donc P, c'est le préfixe, et B, c'est la base. Les suffixes sont placés après la base. Et on a dans certaines langues, mais pas en français, des infixes qui sont au milieu de la base. Bon, la base, c'est l'élément sur lequel opère un affixe.
Donc là, c'est une petite distinction terminologique qui est usuelle quand même entre base et radicale. Par exemple, pour nationalisation, la base pour la suffixation en ation, c'est nationalise. Donc j'ai le suffixe ation qui opère sur la base nationalise. Mais le radical, ce qu'on appelle radical, c'est le morphème résiduel, c'est le morphème de base sur lequel s'opèrent toutes les suffixations. Par ailleurs, on utilise également, surtout en diachronie, le mot racine, le terme de racine, qui désigne en diachronie un élément qui a une valeur, qui a un sens, mais dans une langue différente du français. Par exemple, pour respirer, on a la racine spire, qui ne signifie rien en français, mais qui est une racine dérivée du latin spirare, et qu'on retrouve dans expirer, aspirer, etc. Bon, donc, pour résumer, affixes dérivationnels, ce sont les préfixes et les suffixes, et ils s'adjoignent à une base ou à un radical. Et les affixes flexionnels, eux, sont les affixes de genre, de nombre, et puis de temps, d'aspect et de mode, qu'on abrège usuellement en TAM, en linguistique TAM, temps, aspect, mode. Alors, maintenant, quels sont les principaux procédés pour fabriquer des unités lexicales en utilisant ces différents moyens? Plus, donc, le moyen de la phraséologie ou du figement qu'on a vu précédemment. Alors, les différents moyens sont les suivants, ce sont les principaux. Il y a d'abord l'emprunt. L'emprunt, on emprunte un mot à une langue étrangère. Bon, il y a beaucoup d'anglicismes en français, vous le savez, il y a un certain nombre de gens qui s'en plaignent d'ailleurs, mais c'est le cas et ça reste le cas. Il y a de nouveaux anglicismes qui entrent dans les dictionnaires chaque année, compte non tenu des anglicismes qui sont utilisés par les locuteurs de la langue à un moment donné, sans qu'ils soient forcément, disons, inscrits dans les dictionnaires. Un cas particulier d'emprunt, c'est ce qu'on appelle le calque. Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure de la souris d'ordinateur. En fait, on a calqué l'anglais mouse qui était utilisé pour parler des souris d'ordinateur. Donc, on a repris on a traduit en quelque sorte le mot existant en anglais, mais on l'a traduit pour désigner non pas le terme de base, c'est-à-dire la souris de rongeur, mais on a calqué le procédé, donc, de polysémie qui était déjà en anglais. Bon, quand on a fabriqué gratte-ciel, on l'a fabriqué par un calque sur skyscraper. Ensuite, la dérivation affixale, donc avec des affixes, préfixes ou suffixes. Bon, là, l'exemple nationalisation avec plusieurs suffixations successives. La dérivation non affixale, donc sans affixe, c'est ce qu'on appelle parfois la conversion. Donc, à partir de l'adjectif portable, qui est lui-même dérivé par dérivation affixale du verbe porter, on a le verbe porter, ensuite on a l'adjectif portable, obtenu par suffixation en able. Eh bien, par conversion, l'adjectif portable est devenu un nom importable. Avec une ambiguïté d'ailleurs dans l'usage. Pour certaines personnes, un portable, c'est un téléphone, pour d'autres, c'est un ordinateur portable. Il y a un petit flottement, là. Certains disent un mobile pour le téléphone. Enfin bon, dans la francophonie, il y a un certain nombre de variations sur ce point. Bref, passons, c'est juste un exemple de conversion. Vous voyez, on a changé de catégorie grammaticale, et donc quand même de signification, sans ajout de morphème. Un cas particulier de conversion, c'est quand on passe du nom propre au nom commun. Et c'est une conversion qu'on appelle l'antonomase. Alors je crois que donc l'exemple c'est Ampère, le savant inventeur de toutes sortes de choses autour de l'électricité, qui a donné le nom d'une unité de mesure, l'ampère. On avait parlé de l'antonomase lorsque je vous avais dit que les catégories les noms propres qui normalement ne désignent pas des catégories mais des singularités,
peuvent être utilisés pour désigner des catégories. Hein. On avait pris l'exemple, un Mozart de la pizza, etc. Hein. Donc c'est le même genre de phénomène, sauf que ici, le phénomène est inscrit en langue, c'est-à-dire dans le dictionnaire. Vous aurez ampère au sens du nom commun, et pas seulement au sens du nom propre, mais il n'est pas certain que, je n'ai pas vérifié, mais que Mozart apparaisse dans le dictionnaire comme un nom commun pour dire un génie de. Hein. À vérifier quand même. Hein. Je n'ai pas fait la vérification, j'aurais dû, mais je n'y ai pas pensé. Mais c'est le même phénomène qui éventuellement est stabilisé en langue, enfin qui est plus ou moins stabilisé en langue. Ensuite, vous avez le figement, donc qui est appelé aussi la composition, donc où on a plusieurs unités lexicales, mais qui sont autonomes. Hein. Grand et père sont autonomes, ce ne sont pas des morphèmes liés. Le figement se caractérise par le fait qu'il réunit des morphèmes qui sont libres. Et puis un cas particulier qui est la composition savante, où là on a des morphèmes lexicaux qui sont liés, mais parce que ils correspondent à des états de langue plus anciens, ou à des langues appartenant au substrat de la langue. Donc bibliothèque, ludothèque, etc. À partir, avec tech, on peut fabriquer toutes sortes d'éléments sans qu'on puisse vraiment considérer tech comme un suffixe. C'est donc un élément lexical, mais qui n'est pas autonome. Les mots valises, qui sont un mélange de troncation, c'est-à-dire de coupure du mot et de composition. Exemple, alicament, qui est un mélange de aliment et médicament. Donc il y a une troncation, on a coupé aliment pour garder ali, on a coupé médicament pour garder cament, et on a composé, c'est-à-dire on a pris les deux éléments restants pour fabriquer alicament. Enfin, trois autres phénomènes, la troncation, l'acronymie et la siglaison, qui sont un peu plus, marginaux. La troncation, donc c'est le fait de couper un mot, hein, donc le périph', un aparte. L'acronymie et la siglaison se ressemblent, mais la différence c'est que dans l'acronymie, on prononce le mot, hein, on dit l'UNESCO. Chaque lettre renvoie à un mot, bien sûr, hein, mais ici, on va prononcer le mot, alors que RATP, vous ne dites pas la RATP. Hein, donc on parle plutôt de siglaison dans ce cas-là, pour PDG, CV, RATP. Voilà les principaux cas de formation des mots. Alors, je voudrais... je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder cela. Alors maintenant, comment est-ce qu'on identifie une unité construite? Donc je vous ai expliqué que parmi les unités lexicales, il y avait donc des unités lexicales. Je vous ai rappelé qu'on avait fait la distinction entre les unités lexicales polylexicales et les unités lexicales monolexicales. Les unités polylexicales sont des unités qui contiennent plusieurs mots et qui correspondent finalement au cas de la composition, hein, comme sans-abri, comme grand-père, etc., ou comme cordon bleu, table ronde, etc., hein, qui correspondent à la problématique du figement, les unités polylexicales. Et les unités monolexicales peuvent être, elles, construites ou non construites. Comment savoir si une unité lexicale est construite ou pas? Alors, il y a des conditions. Trois conditions: la paradigmaticité, la compositionnalité et la minimalité. Bon, ce sont des termes un peu techniques, mais qui, au fond, renvoient à des choses assez simples. La paradigmaticité renvoie à l'idée que chaque segment, chaque morphème, hein, doit exister dans d'autres unités lexicales, avec une conservation du sens, ou bien être une unité lexicale. Par exemple, vous prenez détordre. Détordre, il est clair que les deux éléments qu'on suppose, dé et tordre, existent tous deux séparément. Hein. Dé, vous le retrouvez dans défaire, etc. Hein. Il y a le dé qui signifie refaire la chose dans l'autre sens, bon, un préfixe. Et puis tordre,
c'est un mot qui existe séparément. Hein. Et donc vous pouvez avoir d'ailleurs retordre, etc., etc. Alors que si vous prenez déterminer, on a quelque chose de parallèle. Hein. On pourrait tenter de dire que déterminer, c'est formé de dé plus terminé comme détordre. Sauf que la condition de paradigmaticité et ensuite de compositionnalité n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'on peut bien couper déterminé, d'accord, on a dé et on a terminé, mais dans déterminer, le sens de terminer n'est pas maintenu. Hein. Et le sens de dé est difficile à identifier. Bon. Donc, ça me conduit au deuxième point qui va être encore plus clair pour distinguer ces deux cas, c'est la compositionnalité. C'est-à-dire que d'une part, donc le premier critère de paradigmaticité, il doit me permettre de savoir si j'ai le droit de distinguer deux éléments. Bon, donc ici, avec détordre, le fait que je puisse avoir d'autres mots formés à partir de D avec une conservation du sens de D me permet de dire que j'ai la condition de paradigmaticité. La compositionnalité, c'est que le sens de l'unité lexicale doit quand même avoir un lien avec le sens des unités composantes. Donc détordre, je comprends bien que c'est D qui inverse le procédé de tordre, donc c'est enlever le caractère tordu de ce qui a été, enfin, remettre en place ce qu'on a tordu, si on veut. Hein. Donc il y a bien un sens qui résulte de la composition de D plus tordre. Mais déterminer, comment je vais décrire le sens de déterminer à partir du sens de dé et de terminer? C'est pas faire le contraire de terminer, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Donc là, je n'ai pas la condition de compositionnalité. Et puis le dernier critère, c'est qu'il faut que j'aille vraiment au bout de la décomposition, hein, c'est-à-dire que les segments identifiés doivent être indécomposables. Alors, ce qui donne l'impression, dans le cas de déterminer, qu'on pourrait décomposer, c'est que, en fait, j'ai un mot latin déterminare qui, lui, peut se décomposer. Mais cette décomposition, si elle était valable en latin, elle n'est plus possible en français. D'accord ? Parce que le sens de terminare, etc., n'est pas le même que le sens de terminer, par exemple. Hein. Bon, et le sens total de déterminer n'est pas le même que celui de déterminare. Donc, c'est l'importance, c'est le premier point que j'ai indiqué ici, l'importance de la distinction entre synchronie et diachronie. Quand on parle de l'analyse morphologique et de la possibilité d'identifier des unités lexicales construites, on se situe uniquement du point de vue synchronique. Est-ce qu'en français d'une époque considérée, bon, en l'occurrence ici du français contemporain, je peux effectuer cette décomposition? Est-ce que je peux former des mots? Est-ce que je peux interpréter les unités composantes, les morphèmes composants, pour obtenir donc la compositionnalité qui est le critère de l'identification des unités lexicales construites, ou pas? Et c'est un problème différent du problème de l'analyse diachronique. Enfin, dernière remarque, il peut y avoir des variations morphologiques dont je ne vais pas parler parce que je n'ai pas tellement le temps, puis ma problématique est plus sémantique que morphologique. Donc vous voyez le préfixe « un » qu'on va trouver dans « impossible » par exemple, ou dans « in » inutile, on va le trouver sous la forme « il » dans « illégal »,« ir » dans « irréel ». À chaque fois, il s'agit en fait du même préfixe « un » qui est un préfixe négatif. Hein. Bon, dans ce cas-là, on parle d'allomorphes. Hein. Les allomorphes, ce sont des formes différentes d'un seul et même préfixe. Donc, le préfixe négatif 1, in, a des allomorphes qui sont il, ir, etc.
Bien, alors, la semaine prochaine, je vais illustrer ces notions en prenant des exemples dans les 3 dernières années de mots nouveaux qui ont été introduits dans certains dictionnaires. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien, nous allons arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis donc à la semaine prochaine.